d'abord, j'aimerais remercier nos hôtes qui m'ont permis de venir bosser ici et de vous présenter ça. Également, pourquoi je fais ce travail? C'est pas pour critiquer ce que tout le monde a fait, et moi inclus depuis 15 ans. Ça, c'est surtout pas le but. C'est pour essayer de faire avancer un petit peu justement notre vision et notre étude des traités, dont je pense qu'on est souvent un peu rapide de par la manière dont notre civilisation fonctionne, qui est plus basée sur l'image que sur le texte au jour d'aujourd'hui. On a toujours tendance à mon avis, aller un peu vite en besogne. Mais sachant que c'est un défaut qui s'appliquait à moi quand j'ai commencé également. Donc, ce qui me gêne dans le Schilo et le Durchwechsel, c'est un certain nombre de choses. C'est que les textes, donc Lichtenauer lit le Schilo et le Durchwechsel dans sa présentation. Nous, au jour d'aujourd'hui, on a oublié que ce Schilo et le Durchwechsel sont deux coups qui sont un peu antagonistes. Et il y a d'autres choses qui me gênent. Donc je vais prendre une victime, Yves, bravo. Donc essentiellement, lorsqu'on fait un Schilo classique, si tu veux bien partir et me faire un Ober au bête, mon Schilo classique, ça va être à peu près ça. Or, le problème que je vois à ça, moi, c'est que c'est un coup qui se pratique force contre force. Si vous n'êtes pas extrêmement rapide, par rapport à un Oberau qui serait vraiment très direct, si vous n'êtes pas extrêmement rapide, si l'autre est plus rapide que vous allez vous trouver à peu près là quand sa lame frappe. Si Yves fait un Oberau tel que ceux que Gaëtan nous présentait ce matin, je ne suis pas sûr avec mon Schilo d'arriver à l'arrêter suffisamment vite, en fait. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui me gêne un petit peu. Mais il y a d'autres raisons. Déjà, effectivement, je suis un peu lent. Je n'ai pas d'opposition au Schilo Durchwechsel, puisque le Durchwechsel, tel qu'on me l'a appris, moi, mes amis du Fesch Club me l'ont appris, on vient juste faire un croisement du fait. C'est si Yves se défend trop de ce côté, puisqu'on était, je vais venir tourner et planter. C'est pas non plus ce qui est marqué dans les textes, pour moi. On va y revenir. Ça représente vraiment ce par quoi mon travail de réflexion a commencé. Et également, sur le Schilo notamment, le seul critère que nous respectons, qui est dans les traités, c'est qu'on va frapper avec le coup prégnant, qui est le tranchant, qui par définition est face à moi lorsque je suis en garde. Il y a d'autres critères qu'on ne respecte aussi. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et en fait, toutes ces choses sont liées au problème de la complexité de ce qu'on étudie dans les traités. Alors, je vais vous faire deux hypothèses, en fait. La première de mes hypothèses, ça va être de dire que l'escrime qu'on étudie, c'est vraiment quelque chose de simple qui doit amener à un résultat. Parce que je pense que parfois, quand on étudie le traité, on est un petit peu perdu par la complexité de la matière et finalement, on a une impression de quelque chose qui est assez brouillon. La deuxième hypothèse que je vais faire tient au fait que je pense que les sociétés anciennes, les sociétés donc, de type médiéval, parce que là on n'est pas encore dans la Renaissance, dans le premier traité que j'étudie, je commence avec le Codex de Bringer, donc le MS 3227A pour ceux qui connaissent, et je m'arrête à peu près dans les années 1500. Je pense que dans cette période de temps, pour ce qui concerne l'escrime allemande, on n'est pas encore pleinement rentré dans la Renaissance. Ça pourrait être discuté éventuellement, mais je pense que les sociétés médiévales, notamment allemandes, ne changent pas du jour au lendemain. Donc du coup, je pense qu'il est valide de prendre un certain nombre de ces traités, même sur un siècle, sans avoir trop de variations dans les techniques. Sachant que il y a une transmission du savoir qui est assez rapide dans le monde médiéval, notamment les médiévaux ont construit en 2 siècles à peu près 120 cathédrales. Je ne vois pas les ateliers de construction des cathédrales réinventer les principes géométriques extrêmement complexes qu'ils utilisaient pour leur construction les uns après les autres. On peut présumer qu'il y a une transmission du savoir des bâtisseurs de cathédrales, par exemple. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas non plus à des transmissions entre maîtres d'armes. Alors, modulo, effectivement, chaque maître d'armes est différent, peut avoir compris une technique différemment, et finalement,
parfois se tromper. Évidemment, dans les traités sont écrits avec un commanditaire, un sergent d'armes et son soldat qui montre le truc, un peintre qui va reproduire ça sur le papier, et ensuite, et beaucoup plus tard en général, un script qui va noter de quoi il s'agit. Donc du coup, les possibilités d'erreur lors de la fabrication de notre traité sont assez importantes. Pour vous donner une idée, je me suis livré à une petite étude sur le codex Wallerstein, que j'ai trouvé finalement assez intéressante, parce que sur cette étude, il y a 26 pièces à l'épée dans le codex Wallerstein. Elles sont classées d'une manière relativement logique, c'est-à-dire le jeu long, mais qui est relativement court, comme on l'a vu ce matin, avec les temps. Et ensuite, seulement les prises d'épée et les entrées en demi-épée. Donc, on sent qu'il y a une certaine logique, mais ce n'est pas une logique qui est la nôtre, c'est beaucoup moins précis que ce qu'on pourrait en attendre. Donc également, je voulais vous parler de deux autres choses qui sont la manière dont les médiévaux voient une image. La manière dont les médiévaux voient une image, c'est pas du tout la nôtre. Ça, c'est ce qu'on appelle un marginalia. C'est un truc qu'on trouve dans la marge d'un traité. Il y a plein de machins bizarres qui sont peints, qui sont représentés dans les traités. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Un lion avec un chapeau. Ouais, c'est un lion avec des ailes, avec un chapeau. Des pattes de lapin et une queue de cavalier. Oui, mais alors, si tu regardes bien, c'est en fait le chapeau et tout. C'est une petite. Alors, on trouve souvent des choses comme ça, on trouve des chevaliers qui sont confrontés à des escargots par exemple, et on a une idée que c'est peut-être de l'humour, c'est peut-être une métaphore sur la vie et la mort, on n'en sait rien. Donc ça c'est un art qui est mélangé avec un dragon, donc le bien et le mal mélangés, on n'en sait rien. Donc c'est vrai que la lecture des traités médiévaux est quelque chose d'un petit peu compliqué. D'autant que leur manière effectivement de présenter la matière est différente de la nôtre. C'est-à-dire que, là je vais passer à quelque chose de beaucoup plus tardif, qui est une image de Paulus Hector Mer. Ça c'est l'image que nous présente Paulus Hector Mer pour le Chilo. Alors le Chilo de Paulus Hector Mer, l'illustration c'est ça. Et en fait, on comprend en lisant le texte, c'est que le Chilo, Paulus Hector Mer le décrit ce que c'est, et puis ensuite il dit si ton adversaire te fait ça et que tu pars et qu'on arrive à cette situation, tu dois t'en sortir en faisant ça. Et donc du coup, ce qui est représenté, c'est pas du tout le Chilo, c'est 2 ou 3 étapes après le Chilo. Donc si on se base, nous, sur l'image, comme on le fait assez fréquemment, on n'aura jamais l'idée de ce que c'est qu'un Chilo, effectivement. Donc c'est aussi ça à quoi il faut faire attention, par exemple dans le codex Wallerstein. Très souvent, c'est au bout de 2 ou 3 étapes ou même carrément à la fin du paragraphe, qui nous dit, comme il est représenté ici, als Gestalt ist, et ça signifie que les médiévaux ne portent pas une attention à l'image qui est la nôtre. C'est-à-dire que quand vous étudiez un traité, les mots du traité sont importants, tous les mots du traité, tous les critères qui sont décrits pour d'escrime médiévale sont importants. En revanche, l'image ne fait que confirmer, parce qu'une véritable image médiévale, en fait, c'est ça. Un médiéval va lire une image à partir du fond. Et il va essayer de trouver du sens en disant est-ce que cette image elle décrit l'univers de Dieu mixé à l'univers des hommes, donc 2 cercles qui s'entrecroisent, et ils vont commencer à lire l'image en fait à partir de la fin pour remonter jusqu'à la montée. Donc leur vision d'une image n'est pas du tout la même que la nôtre. Également, ils vont essayer de chercher si cette image a des textures et des couleurs passées ou des textures et des couleurs super fortes qui veulent dire que c'est une différence de classe sociale. Là, en arrière-plan, si vous commencez le travail par l'arrière-plan, on a de l'or. C'est Saint-Michel qui combat la bête de l'Apocalypse. C'est pas Saint-Georges et le dragon. Parce que là, on a de l'or qui est en arrière-plan complètement, donc c'est la chair de Dieu un petit peu. Donc du coup, on est dans la mythologie et le sacré le plus absolu. Et si vous n'avez pas compris ça, vous pouvez dire c'est peut-être Saint-Georges et un dragon à 7 têtes. Non, en fait, c'est l'archange Saint-Michel, général des armées du Seigneur, et la bête de l'Apocalypse. Et du coup, la lecture de nos images de traités
est compliqué par ce fait-là. Je pense, une autre hypothèse que je vais émettre, je vais en émettre un certain nombre aujourd'hui, et voir si elle nous sert à justement rendre nos traités un petit peu plus compréhensibles. C'est que l'image des traités d'armes pour les médiévaux, c'est le plus simple qu'ils peuvent faire en fait. Il y a deux bonhommes et deux épées avec leurs hanches, leurs pieds, leurs mains, et c'est vraiment pour les médiévaux le truc le plus didactique possible, parce qu'une image pour un médiéval, c'est vraiment quelque chose qui va mettre des tas de choses, des contextes sociaux notamment, auxquels nous on ne prêtera plus attention. Par exemple, sur l'image que je vous ai montrée de la révolte des Jacquamots qui est matée par Gaston Phébus en 1357, on voit Gaston Phébus dans l'image, mais il est complètement tout petit et masqué, et c'est pas du tout la sensibilité que nous on aurait mis Gaston Phébus devant, et puis quelques cadavres et femmes en train de hurler sur les bords. Et donc vous avez vu qu'effectivement, dans cette image-là, il y a très peu de... On ne sait pas bien, nous, comment l'appréhender. Donc ça signifie que pour moi, dans notre étude des traités, déjà, il faut se focaliser d'abord sur le texte et pas sur les images. Ça, c'est la chose qui est vraiment importante. Une autre chose qui me paraît assez claire à la lecture de tous les traités, c'est que les médiévaux sont capables d'une grande complexité même technique. Ils ont bâti des cathédrales qui sont des monuments dont la construction nécessite une géométrie très avancée. On a retrouvé à peu près 880 plans de fabrication de cathédrales. Et tous ces plans, l'intérêt d'étudier les plans des anciens, c'est que les cathédrales elles-mêmes ont bougé. Donc si on veut refaire un tracé géométrique sur une cathédrale physique, au jour d'aujourd'hui, on va avoir faux. Parce que les monuments ont bougé, évolué en 800 ans. Certains étaient ratés, donc ils ont cerclé de rails de 30 mètres de fer à l'intérieur pour les empêcher d'éclater comme des tonneaux. Ils ont refait les arcs-boutants la plupart du temps. Donc une cathédrale, c'est à la fois quelque chose d'excessivement complexe, c'est vraiment du high-tech médiéval, et qui est basé sur une géométrie extrêmement avancée et extrêmement maîtrisée. On le voit dans les traités je n'ai pas d'image parce que ce sont des parchemins qui font 5 ou 6 mètres de long. En fait, quand ils dessinent une façade, ils ont un parchemin qui suit la forme de la cathédrale mais qui se termine en pointe en fait. Et ces parchemins étaient utilisés pour faire des gabarits qu'on va retrouver dans à peu près toutes les formes de la cathédrale, donc de manière un petit peu fractale en fait. Mais du coup, je vous parle de cette haute technologie médiévale pour une raison. Une cathédrale, c'est quelque chose qui est fait de manière très complexe, qui a 10% de sa masse, c'est du fer. Donc ça veut dire que pour faire des cathédrales, il fallait une société quand même relativement industrialisée pour sortir les masses de fer colossales qu'il a fallu intégrer dans les cathédrales. Du fer, du plomb pour entourer ce fer, parce que sinon le fer va rouiller au contact du calcaire, et donc quelque chose de technologiquement beaucoup plus abouti qu'on ne le pense. Notre vision du Moyen-Âge en général, par notre société de la caricature, c'est que c'est les visiteurs et puis Kaamelott. Malheureusement, c'est pas ça en fait. Mais aussi l'autre raison pour laquelle je pense que l'exemple des cathédrales est important, c'est que c'est à la fois du high-tech, mais il se trompe. Par exemple, à Amiens, le constructeur meurt, son fils de 15 ans prend le relais et fait des arcs-boutants hyper beaux, une cathédrale qui a 42 mètres de flèches jusqu'à la croisée d'ogive. Donc un truc énorme et vraiment qui est au maximum de ce qu'on peut faire en possibilité technique à l'époque. Et le fils se gourre, il met les arcs-boutants 5 mètres trop haut, il les fait trop fins. Donc du coup, la cathédrale commence à faire... les arcs-boutants poussent en fait pour l'ouvrir un petit peu comme un ballon de rugby. Et au niveau des travées latérales, la cathédrale se creuse comme ça. L'architecte suivant qui mesure, parce que les médiévaux, oui, ils mesurent en fait pour vérifier si le bâtiment bouge en fait, un peu comme nos architectes, où il y a un suivi en fait. Et du coup, ils s'aperçoivent que c'est la misère, et ils remettent des arcs-boutants extrêmement moches et extrêmement forts sur 5 mètres en plus bas, de manière à justement ce que le haut n'explose pas. Et pour que le bas n'explose pas, ils chaînent sur les 4 bras de la cathédrale qui est donc faite en croix, sur les 4 bras intérieurs, ils mettent des poutres de fer d'à peu près cette taille et qui font 30 mètres de long, qui sont chaînés par des tenons métalliques également. Donc du coup, ils font un chaînage comme un boulot.
pour que la cathédrale n'explose pas. C'est intéressant, ça veut dire que ça trahit un niveau de technicité auquel on ne pense pas forcément quand on regarde une cathédrale. D'ailleurs, on ne se pose pas tellement de questions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de quoi sert la cathédrale. C'est un microcosme qui représente l'univers, etc. Mais ça veut dire qu'effectivement, une cathédrale, ce sont des principes géométriques très aboutis. Et ça, à mon sens, on le retrouve peu dans les traités, cette haute technologie médiévale. Sur les cathédrales, je vous conseille le reportage d'Arte qui s'appelait Les cathédrales dévoilées. Vous le retrouvez sur YouTube aujourd'hui et c'est oui, ce que je vous raconte en fait, c'est tout succès. Hein. Mais du coup, il y a quand même quelque chose qui est important à noter, c'est que les médiévaux ont une civilisation qui s'appuie beaucoup sur la géométrie. Donc du coup, il y a une géométrie sacrée, un sacré de la géométrie, où les chiffres et les manières de faire une figure correspondent à la vision très chrétienne de cette chrétienté médiévale qui est un peu une Europe médiévale, une Europe primitive en fait. Donc du coup, 3 c'est la Trinité, 4 c'est la stabilité, les évangiles et les 4 pierres du temple de Jérusalem par exemple. J'insiste là-dessus parce que je vais vous en parler dans une seconde. Donc ça c'est Peter Johnson, le gars qui fait les étés d'Albert, qui sont super. Et sur lesquels nous avons un partenariat avec les médiévaux avaient utilisé cette géométrie pour des propos par exemple didactiques. Clément d'Alexandrie dit que la vérité est carrée. Donc Peter Johnson s'est amusé à prendre une icône de Clément d'Alexandrie et voir si on retrouve des carrés en fait dans la figure. Alors le tracé géométrique est un peu complexe, mais il part de la base des 2 cercles qui sont l'homme et l'univers, ou alors les 2 domaines de la création sur lesquels Dieu règne, donc le ciel et la terre. Et ça c'est une on retrouve un carré inscrit et un carré en dehors du cercle qui nous disent qu'effectivement, Clément d'Alexandrie, il est carré. Donc, on retrouve de la géométrie, effectivement, dans les traités. Un petit peu de géométrie, c'est pas complètement anormal parce que probablement, la culture médiévale, le contexte de l'époque, les médiévaux baignent complètement dans cette géométrie. Donc, c'est pas complètement choquant qu'on ne garde que 4 gardes. Parce que c'est parfait, c'est carré 4 gardes. Tu sais, Fearlegger garde seulement 4 gardes et débarrasse-toi et ne considère pas les autres. Ça veut dire qu'en fait on est encore dans cette pensée médiévale qui a un contexte qui n'est plus le nôtre en fait. Mais toutefois, je pense que ce qu'on oublie aussi quand on commence à partir dans ces choses-là, après je pourrais vous faire, je parle de temps en temps des 8 attaques et des 8 gardes, donc tu enlèves une pour honorer le Seigneur, donc ça fait plus que 7 attaques et 7 gardes, donc 4 majeurs et 3 mineurs à chaque fois. Je pense que là encore, c'est pas tout à fait un accident qu'on trouve ce genre de correspondance, parce que ça correspond au trivium, au quadrivium, aux 4 apôtres et à la Trinité, on pourrait faire des tas de parallèles, mais que finalement c'est dans la culture médiévale, donc du coup c'est pas une théorie du complot, ça fait partie de leur vision du monde, donc c'est pas anormal que ça se retrouve un petit peu, que ça transparaisse un peu dans les traités médiévaux. Et donc pour continuer sur ce problème de la complexité dans les traités, parce que pour moi les traités parlent de choses relativement simples et qu'il faut qu'on les comprenne d'une manière relativement simple, je vais vous donner l'exemple que j'ai trouvé sur le net d'un monsieur que je connais sous le nom de Poluscal sur Facebook, mais qui vous a fait une présentation de lance et bouclier à Dijon cette année, je crois. Ce monsieur se demandait quelle était l'origine du nom des Marksbrüder, qui est la première guilde de maîtres d'armes qui est contrôlée par l'empereur chaque année dans les années 1480-1487. Leur nom, effectivement, c'est Bruderschaft unsere Liebesfrauen und der reinen Jungfrauen Marien und des Heiligen und Gevelsamen Himmelsfürsten Sankt Marken. Donc en gros c'est la fraternité de Notre-Dame très aimée
et la reine Marie, la reine des jeunes filles Marie, et du sacré prince Saint-Marc. Du coup, on pourrait se demander pourquoi cette fraternité s'appelle comme ça. Ben, en fait, ce monsieur là, donc comme il le poste sur Facebook, j'ai pas de scrupule à vous le présenter. Ça reste une hypothèse en revanche, hein, c'est pas forcément la vérité. Mais il s'est aperçu que dans la cité de Francfort médiévale, où les Marx-Brüders, donc cette fraternité de maîtres d'armes, dont le meilleur est élu chaque année pour être leur capitaine, leur Hauptmann, ils se réunissaient à des endroits qui n'étaient pas dus au hasard par rapport à leur nom. Ils se réunissaient à un endroit qui s'appelle Lauenberg, la colline du lion. Saint-Marc est représenté comme étant un lion ailé qui tient une épée. Et ça, c'est connu des médiévaux. Chacun des évangélistes a sa représentation. Donc Saint-Marc, lui, c'est le lion avec ses ailes. On s'est aperçu que cette maison, dans cet endroit bien précis, elle est à côté d'une église, qui est l'église de Sainte-Marie, qui est appelée Liebfrauenberg. Donc du coup, il est probable que le nom des Marx-Brüders est finalement très terre-à-terre, très peu complexe par rapport à l'idée que nous on pouvait s'en faire en fait. Ça a l'air comme ça, mais en fait c'est le nom du quartier et de la colline et de la maison qui s'est appelée la maison du lion après, et que les Marx-Brüders louent à chacune des fêtes annuelles pour lesquelles ils sont présents à Francfort. Alors ça reste une hypothèse, mais pour moi ça définit un petit peu le niveau de complexité qu'on va trouver dans les traités, qui n'est pas si élevé que ça en fait. Également, si quand même, je vais vous parler aussi de du classement un petit peu des pièces dans un traité. J'ai vu avec mon travail sur le Codex Wallerstein que notamment on ne lit pas un traité médiéval comme nous on lirait un bouquin. C'est-à-dire que nous on va partir de la première page, on va finir à la dernière page et c'est extrêmement... Il y a une table des matières, c'est génial. Pour les médiévaux, ça ne me paraît pas être tout à fait le cas. Notamment sur le Codex Wallerstein, pour comprendre certaines pièces, j'ai été obligé d'aller chercher l'explication 2 pièces plus loin. Mais on trouve des articulations entre les pièces. Sur cette pièce-là commence comme tu l'as vu sur la pièce précédente. Et ça, c'est marqué dans le texte. Donc, on a des liens entre les pièces. Alors qu'en fait, nous, au premier abord, on va trouver que c'est complètement désordonné. Donc, je pense qu'il y a une méthode, justement, à l'étude de ces traités anciens, qui est presque de les apprendre par cœur, finalement, pour pouvoir avoir les correspondances. On a également un certain nombre d'autres choses, j'en discutais avec Yves hier soir, qui m'apparaissent, qui me sautent aux yeux, qui m'apparaissent importantes. C'est que parfois, il y a des expressions auxquelles on ne fait pas attention. Par exemple, quand un traité vous dit qu'une garde est bonne et suffisante, c'est qu'elle est bonne et suffisante. C'est-à-dire qu'on va la retrouver dans la plupart des pièces qui vont suivre l'introduction qui vous explique, qui s'embête à vous expliquer sur 48 que cette garde elle est bonne et suffisante. Nous, on va, avec notre esprit critique, on va dire oui, mais c'est pas marqué dans la pièce numéro 1 qui suit le truc que c'est cette garde-là qu'il faut prendre. Et on verra qu'en fait, on peut trouver des clés, mais c'est toujours un petit peu perdu dans l'intégralité du truc. Et du coup, je pense que notre lecture à nous doit refléter cette absence d'organisation, on va dire. Donc pour résumer, en fait, ce que je pense, c'est que dans notre étude des traités, on doit être relativement simple parce qu'il est probable, et là c'est une hypothèse qui n'est pas fondée, j'ai vu des gens comme Michael Schilvester, qui est le monsieur qui tient la ressource en ligne Wittenauer, émettre l'hypothèse que les gens qui sont les clients de ces traités sont probablement pas, comme je le pensais au départ, des nobles, parce qu'on n'a probablement aucun traité qui traite de la manière dont les nobles combattaient, mais ça semblait plus dans le culte de l'endurance et de la force physique, mais que en fait les gens qui sont intéressés à prendre des cours et à se faire écrire des bouquins qui parlent de techniques d'armes médiévales sont probablement des gens riches et donc du coup plutôt des bourgeoisies urbaines finalement.
alors on va les appeler comme ça, c'est des maîtres de guilde si vous voulez. Le gars qui est bouché, qui a ses 17 compagnons et qui voudrait faire un duel avec le tanneur à côté parce que l'autre, son truc, ça pue trop et ça l'énerve. Donc du coup, je pense qu'effectivement, le niveau, là encore, on est à un niveau de complexité moyen parce qu'on est sur une classe sociale qui est... ça peut être discuté effectivement, mais c'est l'impression que j'en ai à la lecture des traités qu'on n'a pas une complexité énorme. On a par contre un petit peu de mal dans les traités à avoir de l'organisation, mais également, je vous ai parlé tout à l'heure de la haute technologie médiévale que représentent les cathédrales. Ça vaut aussi pour les traités écrits par des scoliastes de l'Université de Paris, qui sont extrêmement bien organisés pour un certain nombre d'entre eux. C'est pas le cas de tous, mais ça signifie que les médiévaux ne sont pas complètement incapables d'une pensée extrêmement organisée. Donc le niveau de désorganisation que je vois dans les traités, c'est plus des choses, pour moi, correspond plus à des choses qui ont été proposées par des gens, des maîtres d'armes qui voulaient absolument pas oublier une seule chose de tout ce qu'ils avaient à dire en fait. Donc c'est pour ça, pour moi, que ça ressort un petit peu en désordre en fait. Donc du coup, voilà, ça c'était un petit peu de contexte que je voulais vous raconter parce que je pense que c'est un avis très fort sur la manière dont on étudie les traités. Et maintenant, on va quand même passer au sujet qui est le Durchwechsel et le Chilo. On va commencer par le Durchwechsel. Alors Durchwechsel, c'est le changement au travers. Je vais vous dire pourquoi et vous dire pourquoi on bosse là-dessus aujourd'hui. C'est qu'en fait, le Durchwechsel et le Chilo sont liés. Alors, si on lit la description du Durchwechsel par Lichtenauer, Durchwechsel Lehre von beiden Seiten Stitch mit Ser, Verhof geschmiedet, Durchwechsel in Schillerwindet. Donc, apprend le changement au travers, des deux côtés, met la pointe, plante, avec intention pour blesser. Celui qui lie son épée à la tienne, le Durchwechsel le trouvera à tout coup. Ça, c'est la description du Durchwechsel par Lichtenauer, avant les gloses. La description du Chilo est intéressante, plus intéressante, je dirais, puisque ça nous dit Schiller anbricht was Buffen schlecht oder Stich. Donc le Chilo brise les coups qui sont faits par les buffles, donc les paysans, en gros, les mauvais, quoi. C'est pas moi, c'est le texte. Celui qui menace vers Wechselrot, Schiller daraus Berot. Celui qui menace de faire le changement au travers, le Durchwechsel, le Chilo le vol de cette capacité. Schilgürzer an dich, Durchwechsel Gesichtiman. Donc celui qui fait un Chilo trop court sur toi, ton Durchwechsel va le toucher. Donc on voit bien qu'il y a une opposition entre le Chilo et le Durchwechsel dont nous on ne se souvient plus en fait. Et ensuite on a Schild zu den Nord und nimm den Hals forge. Donc fais le Chilo à la pointe, avec ta pointe en fait. C'est pas regarde, c'est pas louche vers la pointe de l'autre, c'est effectue le coup technique appelé Chilo avec ta pointe. Et attaque au coup. Et enfin, Schild zu dem oberen Haupt, and will do Bedobren. Donc, fais un Chilo qui menace la tête et tu pourras toucher les mains sans problème. On verra, on reprendra toutes les pièces techniques en fait du Chilo et du Durchwechsel au fur et à mesure. Et vous verrez qu'en principe, ça devrait fonctionner sur à peu près tout ce qui est marqué dans les descriptions du Chilo, avec les gloses. Et j'inclus les gloses. Alors je travaille principalement à partir donc, du tétraptyque de Lardam et également de la traduction, traduction faite par les gens de Lardam il y a déjà pas mal d'années, sur le MS-3227 de Bringer, et qui est regroupé par les gens des AMHE du Maine, juste pour les traductions, dans une espèce de panoptique qui va nous donner, qui est un peu plus facile à utiliser que le tétraptyque et de Bringer. Donc ce truc-là, le
des AMH humaines, allez sur leur site pour vous le procurer, parce que c'est vraiment bien, ça permet justement de comparer les coûts. J'aurais pas trop de scrupules à reprendre certains des glosateurs, à reprendre des précisions chez certains glosateurs, dans la mesure où j'estime justement, et je vous ai parlé de contexte, c'est pas pour rien, dans une société qui change moins vite que les nôtres, je pense que la plupart des techniques qui sont présentées par un maître d'armes peuvent être reportées aux autres maîtres d'armes. Alors, modulo effectivement quelques particularités chez les uns et chez les autres. Mais en gros, quand ils parlent d'un chilo, ils parlent tous plus ou moins de la même chose, à mon avis. Là encore, ça peut se discuter, mais je fais cette hypothèse hardie parce que la limite que je me fixe, c'est à peu près un siècle. Donc du coup, je vous présenterai également le chilo de Paulus-Hector-Mer pour un peu confirmer ce que je vous raconte, mais parce que pour moi, Paulus-Hector-Mer, étant un encyclopédiste, n'aura pas forcément compris les techniques qu'il aura mis dans ses bouquins en 1550. Et donc, du coup, ça me paraît valide de le comparer, parce que comme lui, il n'essaye pas de comprendre, finalement, si j'arrive à retrouver un certain nombre de critères que j'ai vus dans les autres textes, ça peut me donner une forme de confirmation. Sachant qu'un certain nombre de techniques se retrouvent d'un traité sur l'autre. Donc, vous avez le Vanden que vous trouvez dans le MS 3227A, mais vous le retrouvez dans tous les autres traités. Vous le trouvez dans le point de pot, c'est appui sur le plat des maîtres pour les affaiblir. Le Vanden, c'est ça, c'est utiliser son tranchant sur le plat de la lame de l'autre de manière à casser son attaque. Et Falkner, en 1500, connaît le Vanden. Bon, ça c'est mal fait, mais a priori, ça ressemble bien à un Vanden sur l'épée de l'autre, notamment si l'autre fait un Svercho, on se retrouve dans cette position-là. Donc du coup, vous avez quand même un certain nombre de coups. Je vous montre aussi, alors je pourrais multiplier les exemples, mais là je vais être assez rapide. Les techniques avec la main arrière qui est utilisée d'une manière non conventionnelle, c'est-à-dire comme ça, vous en trouvez dans le Codex Wallerstein, vous en trouvez chez Falkner. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, là c'est pas le sujet, mais c'est pour vous montrer que d'un traité à l'autre, en fait, on retrouve un certain nombre de choses qui sont assez simples. Vous en trouvez, donc oui, dans le Codex Wallerstein, la plupart des techniques, des premières techniques sont utilisées avec la main arrière. Bon, évidemment, là j'ai pas pris la bonne image, mais la plupart des premières techniques, et vous le retrouvez aussi chez Talhofer dans les années 1470. C'est le monsieur qui prend le coup d'épée, mais qui tient son promo avec donc je pense. Alors, hop. Il y a également le Leger et le Gelect. Alors, on trouve un coup qui s'appelle le poser. Vous posez la lame sur l'oreille de l'autre dans le Codex Wallerstein. C'est difficile à voir l'image, justement, c'est là où on rejoint ce que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est que l'image n'est pas toujours facile à lire et parfois elle est entachée d'erreurs. Et vous retrouvez un Leger Oder Common chez Talhofer également. L'épée n'est pas tenue de la même manière que dans le Codex Wallerstein à cause des particularités du Codex Wallerstein, mais c'est toujours un posé à l'oreille en fait. Donc, sur deux traités qui ont 50 ans d'écart, vous avez une identité des techniques. Et enfin, on nous parle de 6 techniques qui, à la fin du MS 3227, qui est le Codex d'Obringer, ces 6 techniques sont basées sur la porte de fer Eisenforte, qu'on retrouve aussi chez les Italiens. On la retrouve aussi chez Talhofer, chez Meyer, mais on le retrouve aussi dans le Codex de Glasgow, la deuxième version du traité de Ringhet. Donc du coup, là encore, elle n'est pas forcément juste et elle demande peut-être à être nuancée, mais je pense qu'au vu de cet échantillonnage de techniques qui se retrouvent d'un traité à l'autre, je pense que cet art du combat à l'allemande, ce Kunst des Fechtens, est quand même compris par à peu près tous les maîtres d'une manière à peu près semblable.
Et on va s'arrêter là pour ça. Pour ce qui concerne la complexité, j'ai quand même un autre petit truc à vous raconter, c'est que la culture médiévale, la haute technologie, la science pour les médiévaux, le dieu de la science pour les médiévaux, c'est Aristote. On a un seul traité qui nous cite une phrase d'Aristote dans nos traités d'armes, et c'est ça, moi, qui m'étonne, en fait, parce que dans les années 1300-1400, on n'est pas encore rentré dans la Renaissance chez les Allemands. Donc, du coup, intuitivement, je me dirais qu'on devrait avoir beaucoup plus de citations d'autorité que de citations d'Aristote qu'une seule, en fait. En plus, le truc rigolo, c'est qu'il se gourde de l'organon d'Aristote, il se gourde de livres, en fait. Alors, on ne sait pas de quelle source il tire sa citation, naturellement, et puis c'est une citation, en fait, qui est d'un livre sur la rhétorique. Donc, il dit que quand le gros et le petit sont mis côte à côte, on remarque mieux la différence. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir qu'on n'a qu'une seule citation d'Aristote sur tous les traités, alors que là aussi, eux baignent complètement dans une culture aristotélicienne, parce que c'est leur époque, parce que c'est leur vision du monde. Mais c'est également comme ça qu'ils inventent la science expérimentale en prouvant que les expériences en sciences naturelles sont fausses, et la science expérimentale dans laquelle et donc du coup, pour moi, ça confirme aussi cette idée qu'il ne faut pas chercher trop de complexité dans les traités d'armes et essayer de rester simple dans la compréhension qu'on en a. Du coup, si on garde un peu en tête tous les trucs que je vous ai racontés, on va regarder un peu à quoi ça ressemble à la et puis un chilo. Donc pour le Wechsel, en fait, je vais vous citer la phrase de Lichtner et puis les commentaires. Là, ça va être le commentaire de ce qui a été retenu par nos collègues des AMHE du Maine, c'est le commentaire de von Danzig. Mais en fait, tous les commentaires, Ringate, von Danzig, Juglu et le quatrième. Hein Speyer. Oui. Speyer, non? Non, c'est pas ça. C'est écrit d'ailleurs. Bon, bref, les quatre. Si c'est le Speyer, von Danzig, Juglu et. Ouais, Speyer, t'as raison. Donc du coup, ce qu'on nous dit, c'est apprendre le changement au travers de chaque côté, ce que je vous ai lu en allemand tout à l'heure. Estoc avec force, celui qui dit c'est bien un changement au travers, ainsi que tu avec certitude. Quand tu as changé au travers, Estoc ou tourne, ne t'aide pas à l'épée, change au travers et n'internoie pas. Bon, ce que nous dit Dobringer, c'est je travaille principalement à partir de Dobringer parce que c'est, pour ce qu'on en sait, c'est le traité le plus ancien. Ça aussi, ça peut être débattu, on ne va pas rentrer dans cette problématique. Ce que nous dit Dobringer me paraît intéressant. Retiens que le changement au travers va tout droit, des deux côtés, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Il faut effectuer cela autrement vite. Et là, il y a la description technique qui vient. Si tu veux, là à droite, changer au travers du haut en bas, alors taille un coup de haut. Premier critère, d'abord taille un coup de haut. Si tu veux faire un changement au travers de haut en bas, d'abord, déjà le Jackson, c'est un truc qui vient après un coup de haut ou après un coup de bas, puisqu'on vient de voir que c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc notre compréhension du coup, elle doit faire fonctionner l'idée que notre Wechsel doit fonctionner après le haut ou bien après un haut. Si vous vous rappelez ce qu'on a montré tout à l'heure, je crois, le Wechsel tel qu'on le pratique nous, c'est de passer sous le pommeau de l'autre, une fois qu'il s'est trop défendu. Donc ensuite, il est dit dans le texte, alors quand on peut donner directement à lui, de façon à lui projeter ta pointe à son côté gauche par-dessus sa garde. Donc, le Wechsel, c'est boum, je viens faire un overrow ou un underrow, et ensuite je vais projeter ma pointe. Alors, là je vais vous parler un peu de traduction. Je vais encore une fois émettre une hypothèse, je ne suis pas linguiste, donc ça mériterait d'être étudié par des gens plus qualifiés que moi, mais j'ai fait un petit peu de traduction technique en anglais dans le domaine des jeux vidéo et de l'anglais technique également.
Et on s'aperçoit que les langues vernaculaires viennent après le latin, donc ça c'est traité sur le écrit en allemand, c'est écrit au jeu de l'âge en français. Ce sont des traités qu'on arrive à lire au jour d'aujourd'hui. On arrive à lire Froissart dans le texte. C'est pas hyper facile, mais on y arrive. Donc je vais faire une hypothèse que les sens ne changent pas. Ils peuvent être remplacés, on peut avoir des mouvements, mais si un mot a un certain sens à une époque, il l'a peut-être un autre. Alors ça, je peux me tromper, mais pour le Durchwechsel, on a le verbe wechseln qui est changé. C'est génial. Donc c'est un de ces trois verbes hyper importants que sont wilden, qui est tressé. Donc c'est un peu un wilden, c'est quand tu pensais en plug. Si tu veux bien, Yves, vas-y. Tu savais que ça allait venir. Donc juste on fait un croisement du fer. Donc si on vient au croisement du fer, notre but c'est de mettre la pointe, donc on va baisser nos bras. Et du coup si je fais un winden, je vais faire ça. Et c'est un petit mouvement. Si on revient au croisement du fer, un wenden, ça va être... Wenden c'est sinuer. Un wenden, je vais sinuer avec mon tranchant sur mon plat. Et là je vais prendre l'avantage pour faire toutes sortes de choses atroces dans le but de te tuer. Et un wechseln, eh ben, les sens que j'ai trouvés sur wechseln dans un dictionnaire des années 60, donc qui n'est pas du tout de l'époque des traités, donc c'est aussi pour ça, là attention, c'est une interprétation qui est personnelle, qui peut être pertinente ou non, mais vous verrez que bon an mal an ça fait fonctionner le truc, donc ça m'intéresse. C'est que wechseln, c'est un changement de saison ou un changement de phase de la lune. Donc ça signifie que c'est un changement qui finalement pour moi est circulaire. Si tu prends le soleil, là encore, hein, on ne va pas entrer dans les détails, mais ça veut dire que wechseln, ça ne signifie pas que tu vas passer ta pointe d'une manière ou d'une autre sous la lame de l'autre, c'est que tu vas prendre un point de pivot et faire tourner ta lame en fait. Donc du coup, on va compléter ce que nous raconte de Brunner. S'il te part cela, c'est-à-dire s'il te dévie ta pointe et presse avec son épée, alors fais couler ta pointe de ce même côté vers l'autre côté, en dessous, autour de son épée, pas trop large alentour, mais dessous à son épée, afin de la mener sur lui rapidement au-dessus de la garde. Donc là, on vient de découvrir le Durchwechsel qu'on pratique aujourd'hui, qui est en fait, si ton adversaire apparaît, ce qui est décrit comme étant un Durchwechsel dans le traité, tu peux effectivement, s'il a trop paré, s'il s'est trop commis en défense, tu peux faire couler ta pointe dessous, et là on retrouve notre Durchwechsel actuel. Sauf que c'est un petit coup non nommé qui est en réponse à une parade au Durchwechsel en fait. Donc du coup pour moi, le Durchwechsel c'est ça. Donc on le fait depuis 20 ans. Je continue sur le même plan. C'est vraiment, je prends ta lame comme point d'appui et je continue à tourner. Si on le fait depuis un Untero, on fait tous les deux un Untero depuis Nebenutz. Alors les médiévaux en fait montent. Pourquoi? Parce que si tu restes croisé en bas, je suppose que si tu restes croisé en bas, c'est pas très intéressant ce qu'il y a comme sujet. Si on monte, si moi je monte et que tu montes pas, je vais te passer mon épée à travers le cœur, ça me paraît beaucoup plus valide. Donc on trouve pas mal d'illustrations dans les traités de ce type. Et si on fait donc un Durchwechsel à partir de ça, juste je vais faire ça et je vais toucher très facilement en fait. Alors je vais vous montrer une ou deux images que j'ai trouvées dans les traités concernant ce coup. Elles ne sont pas très convaincantes, mais je vais quand même vous les montrer. Ça fait partie des problèmes qu'on a sur l'image des traités. Ça, c'est le Durchwechsel de Paulus Cal. Le seul truc qu'on peut remarquer, c'est qu'il ne le fait pas sous le pommeau de l'autre. Parce que oui, le héros, c'est Paulus Cal, hein, toujours le mec en rose, c'est-à-dire en rouge, mais en rouge passé. Donc le mec des classes moyennes en rouge. C'est pas que c'est qu'en fait, parce qu'un autre truc scandaleux, les médiévaux l'avaient remarqué. Mais c'est complètement scandaleux. Donc
du coup, ça me convainc pas tellement. Par contre, ce qu'on vient de montrer avec Yves sur le jeu à partir de Juntero, eh ben, ça me paraît plus convaincant. Überarbeit l'air apprend le travail supérieur, ce qui veut strictement pas dire grand-chose. Donc la crique, l'arbeit, le croisement du fer supérieur, mais qui vient de Juntero. Donc là, ça ressemble pour moi juste à ce que je viens de vous montrer. Oui, mais c'est difficile à dire en fait. La perspective dans ces traités est plus ou moins embryonnaire. C'est vrai que c'est difficile d'être convaincu par certaines de ces images. Je pense que vraiment l'image n'est pas ce qui définit la technique chez les médiévaux pour toutes les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. Également, on a dans les techniques du Schiele, on a un Durchwechsel, si tu veux bien, Elie. Donc, croisement du fer dessus. On a un Durchwechsel qui est utilisé quand l'autre se raccourcit. Alors pour les médiévaux, l'autre se raccourcit lorsqu'il fait un Winden et qu'il vide en ox. Et moi je fais mon Durchwechsel pendant. Et ça, j'ai trouvé ça chez Falkner. Alors sachant que le traité de Falkner, c'est un grand désordre et pour le moment, j'arrive pas à trouver qu'est-ce qui est le texte et à quel texte correspond quelle image. Et j'y suis dessus depuis un moment. Donc, quand on parle de bordel dans les traités médiévaux, il y en a. Mais du coup, effectivement, ce que je suppose, c'est que le personnage de Falkner de mettre l'arme en rouge, qui est la couleur pour les médiévaux, du changement violent pour le bien ou pour le mal. Parce qu'évidemment, la je ne vais pas entrer dans les détails là non plus. Donc du coup, je suppose que ça, c'est ce qui est le plus proche pour nous d'un Durchwechsel. Si tu veux bien, Naïf. On a deux techniques. Donc si les images des traités ne me convainquent pas complètement sur Durchwechsel, on a quand même deux techniques qui sont autres que dans les chapitres du Durchwechsel. L'une d'entre elles s'appelle la langue de vipère. Elle est basée sur la porte de fer, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, par hasard probablement. Donc si tu veux bien m'attaquer depuis Vontag à l'épaule, non, à droite, oui, tu m'attaques sur ton épaule, tu essayes de me couper en deux, tu prends bien tes distances. Je vais venir bloquer comme ça c'est ma porte de fer, et là, je vais faire un Durchwechsel. Je ne le fais pas pour des raisons didactiques, je ne touche pas Yves. Mais ça, c'est basé là-dessus. Et ensuite, quand Yves va faire un pas de recul, parce qu'il est horrifié par ma lame qui est passée juste à côté, je vais repartir dans l'autre sens. Et quand lui va refaire une attaque, peu importe, je m'en moque, et ben je vais refaire la même chose, et boum. Et donc, là, ça marche. Tandis qu'à partir de la porte de fer, faire un Durchwechsel en passant sous le pommeau comme on le fait aujourd'hui, bah, c'est pas possible. L'autre technique, c'est la quatrième pièce du Crump qui nous dit Crump nit Kurzo, Durchwechsel d'Amilcho. Donc fais un coup raccourci ou un crampo court, je sais pas bien. C'est peut-être Crump mit Kurzo ou Crump nit Kurzo. Là, je ne pourrais pas vous dire. Mais tel que moi je l'interprète, ça donne, toujours en Oberau, ça donne ça. Et à partir de là, je montre que je fais un Durchwechsel, donc ce mouvement-là. Et là, ces techniques, pour moi, confirment que j'ai quelque chose qui n'est pas complètement nul, puisque ça marche sur d'autres techniques que celles qui sont données dans le Durchwechsel. Maintenant, on va passer au stylo. Donc, que nous disent les traités? Le couleur-nion brise que le buffle frappe ou estoc, celui qui menace de faire le changement, le couleur-nion le contrecarre. Donc, je vais vous énumérer en fait les couleurs auxquelles obéit le couleur-nion. Donc retiens et sache, on est toujours dans Dobringer, dans le MS 3227A, qui nous dit retiens et sache qu'un couleur-nion est un coup de haut du côté droit, avec le tranchant arrière de l'épée, dirigé vers le côté gauche, donc je vise l'épaule gauche, je vise vers ma gauche, donc l'épaule droite de Yves, et qui va comme en louchant, ou bien qui se lance d'un côté avec un pas latéral à droite,
comme en louchant, avec l'épée inversée, la main lancée en avant, ce même coup ce qu'un buffle, c'est-à-dire un paysan ou une traité, peut te frapper d'en haut, comme il ne manquera pas de le faire. Le coup transversal brisera cela de la même façon que mes coups courts. En outre, celui qui menace avec des changements au travers sera humilié par le coup lorgnant. Donc du coup, si vous savez que moi je sais faire des Urge Vexel, que vous m'avez vu combattre un autre gars dans un duel un autre jour, bah, vous allez pouvoir me vaincre avec le Shilo, c'est marqué dans le texte, c'est presque garanti. Ainsi, un homme doit bien frapper le lorgnant suffisamment loin en projetant bien la pointe, sinon il sera entravé par les changements au travers. Il faut également bien faire le lorgnant avec la pointe à la gorge, courageusement à son frein. Donc, alors ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, là, on a une liste de critères qu'il faut respecter pour arriver à faire un coup lorgnant. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut faire un coup qui est avec le courtaillant. Donc avec qui part, si je pars depuis une tag à l'épaule, avec le tranchant, je vais frapper avec le tranchant qui est dirigé vers moi au départ. Donc il va falloir que d'une manière ou d'une autre, je tourne mon épée. Ce coup, il est fait comme en louchant, alors ça on va y revenir. Si on loupe le comme en louchant, ben, on loupe le coup en fait. Il est fait avec l'épée inversée. Alors inversé dans les traités médiévaux, c'est pointe en haut, pommeau en bas. Et on passe à pommeau en haut, pointe en bas. C'est ça l'inversion chez les médiévaux. C'est confirmé par l'inverseur notamment, qui utilise ce genre de coup. On voit même l'image chez Falkner où l'inverseur amène la lutte et le gars qui est pris en lutte a son épée inversée. Donc pour moi, le sens de l'inverseur est clair justement à cause de ça. C'est vrai que pas mal de choses que je vous raconte vous sembleront apparaître effectivement depuis le ciel clair, mais je pense que j'ai pas mal travaillé sur ces techniques et ce que je vous raconte, pour moi, se recoupe est relativement logique en fait. Donc ensuite, dans les autres critères, avec la main lancée en avant, et il faut monter le pied droit. Ça, je l'ai mis ensemble parce que vous verrez que c'est peut-être aussi une des choses qui font que le Shilo, tel que je le vois moi, peut réussir. Ensuite, au loin, donc il faut vraiment projeter, là on va taper pas avec le point d'équilibre de l'épée, le point de moindre vibration qui est là, c'est la mienne à peu près. Mais on va taper avec la pointe, c'est important à savoir aussi, et bras étendus. Donc du coup en fait lorsqu'on fait un Shilo tel qu'on fait habituellement, ben on respecte. Courtaillant, éventuellement je peux peut-être bras étendu, mais allez, inversé, et puis c'est tout. Et du coup on manque comme en louchant. Alors chaque coup, à mon avis, puisque je vous ai raconté que ces traités sont simples, pourquoi je vous l'ai raconté, c'est pour moi un coup qui s'appelle le Shilo, le loucheur, celui qui louche, le coup qui louche, c'est qu'il y a quand même quelque chose, il y a un sens, ça a un sens. Et ça a un sens qui pour moi n'est pas un sens philosophique ou un sens de crainte, où je vais regarder vers ta pointe, je vais fixer vers ta pointe, tout ça partout. Non, pour moi c'est beaucoup plus simple que ça. Si je prends ma poitrine comme un visage, si je ne bouge pas, mes deux bras, si je dis que mes yeux sont mes épaules, mon regard, mes deux bras sont comme ça. Si je louche, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, mes bras doivent se croiser. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que si je fais un coup comme ça, les bras se croisent. Donc on est en contravention avec le critère qui pour moi finalement définit le Shilo. On va revenir sur le Shilo. Le coup que je vous propose aujourd'hui, sur le Shilo, si tu veux bien, ça va être ça. Et ça marche très bien. Et là du coup, j'ai plus ce problème que j'avais avant, parce que là, je l'ai tapé sur son fait. Lorsqu'il est en train de faire son mouvement, il ne va pas être très très fort, il ne va pas pouvoir me repousser de ce côté-là, puisqu'il est en train d'essayer de me fendre en deux. Donc du coup, là, je suis beaucoup plus safe d'abord, et puis ça fonctionne. Donc du coup, ce qu'on va voir maintenant avec Yves, c'est que justement, toutes les descriptions du Shilo vont fonctionner avec ce type de coup. C'est quoi la différence avec un Zwerch? C'est pas un Zwerch, alors c'est un Zwerch de mer. Le Zwerch, c'est le coup travers. Oui. Donc, ça arrive en dessous, tu es dans la même position. Coup
travers. Non, de l'autre côté, il faut le faire de l'autre côté. Non, le sverge, tu fais toujours dans les traités, tu fais toujours le deuxième sverge après le premier. Il n'y a aucun traité où je trouve le deuxième sverge de ce côté-là. Et effectivement, un des points qui, moi, m'interroge depuis quelques années qu'on a présenté l'escrime allemande, je vais prétendre de manière complètement arbitraire qu'on a suffisamment de traités pour avoir une escrime allemande relativement complète, et il nous manque toutes les positions avec le côté gauche. Est-ce que à ce moment-là, je ne peux pas te renvoyer ce que tu as dit au début? Il y a une phrase au début du manuscrit qui dit tout ce qui se fait à droite peut se faire à gauche. Ouais. Alors, ça c'est von Badestetten des deux côtés. Et en fait, ce que nous on dit des deux côtés, dans les traités, là on n'aura pas le temps de le développer, mais pour moi dans les traités, ça ne veut pas dire des deux côtés, ça veut dire avec la main droite directrice ou avec la main gauche directrice. Et du coup, ça ne masque pas le trou que j'ai quand même. Symétriquement, j'ai ce trou dans mon attaque. Et le stylo que je vous propose. Droitier, c'est ça que... Oui, mais von Badestetten ne veut pas dire à droite comme à gauche, veut dire travail en droitier ou alors travail en gaucher. Et on le verra dans les traités, je vous présenterai une image de Faulkner de peut-être un Schiele ou un Sturzo qui est le coup tronqué. Le Sturzo, c'est le même que mon Schiele, mais sans marcher. Parce que Faulkner, dans son traité, dit qu'on peut faire les coups en marchant ou sans marcher. Et Talhofer nous montre un Sturzo qui est un coup tronqué, un coup raccourci. Ce que je confirme parce qu'il nous dit que c'est la pointe raccourcie aussi, des fois, ce coup-là. Et donc, du coup, ça veut bien dire que Sturzo veut dire coup tronqué, en fait. Et tronqué parce qu'on ne marche pas, en fait. Donc, du coup, notre Schiele, par exemple, je vais faire un Schiele au cou, je ne vais pas te toucher, hein, évidemment, je vais me passer sur ton épaule. Là, je prends le coup sans crainte. Je scie le sous des mortes, donc je chile avec la pointe, et je prends le coup de livre sans crainte. Si je menace ta tête avec le même type de coup, alors que toi, tu pars sur ton coup, en général, l'adversaire va avoir un petit temps de recul. Du coup, je vais lui prendre les mains. S'il ne fait pas ce que tu as fait, effectivement, je lui prends les mains. Donc ça a l'air de fonctionner. En tout cas, sur mes élèves, la première fois, ça a bien marché. Yves ayant plus d'expérience, ça peut marcher plutôt mieux. Alors, s'il se met dans les gardes de la charrue et qu'il essaie de m'estoquer, est-ce que ça fonctionne? Presque. Non, du côté droit, probablement ça peut fonctionner. Oui. Alors, rappelez-vous qu'on a un shield et qu'on a un parapluie également. Donc, quand ça touche là, en fait, pour moi, ça touche pas les mains. En fait. Mais c'est du local. Ça fait le même effet que les boucles. Moi, c'est pour les tournois. C'est pour les tournois, c'est que tu tires le... Oui, non, moi je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Mais il faudra effectivement que j'arrive à trouver une épée avec le shield métallique. Parce que je pense que c'est important. S'il le montre dans les traités, c'est pour rien. Également, si tu veux bien te mettre en longue pointe. Donc la longue pointe, c'est super dur à passer. C'est vraiment un truc, c'est hyper chiant. Et s'il est compétent, comme je sais qu'il l'est, c'est vraiment une galère. Mon Schiele, normalement, doit marcher bien pour vaincre la longue pointe. Ça me paraît pas mal. Hein? Oui, mais avec la longue pointe, de toute façon, il n'y a pas de solution évidente. Alors, je vais te faire un lorgnon, mais devant ta tête. Et toi, ce que tu vas faire, c'est, comme tu vas être du mauvais côté, tu vas avoir le feeling, le sentiment du faire qui dit merde, et tu vas juste faire ça en fait. Donc du coup, mon Schiele est trop court, et là, boum, le turflexion me touche. Donc là, on a bien une opposition entre le Schiele et le turflexion. Alors, je vais vous montrer quelques images quand même, histoire de confirmer le truc, voir si mon hypothèse fonctionne. Alors, je vais vous montrer quelques images chez Faulkner. En fait, on a vraiment essayé de prendre un peu à ça. Non. Mais le problème de Faulkner, c'est que le texte et les images ne sont pas coordonnés. Donc, moi, j'ai un gros souci avec Faulkner, je n'arrive pas à comprendre.
après, si tu es plus fort que moi, je te le laisse. Donc ça ressemble aussi à un J2 ou à un et ça, c'est en 1495, 1095. Alors, Taillefer en 1467 nous parle du Sturgeon déjà. Donc là, je ne sais pas si tu connais le Sturgeon ou pas. Alors ça, c'est pour vous montrer que je pense que justement, from Weidenseiten, on a souvent, au moins une fois dans le traité qui sont illustrés, où les gens sont tous les deux gauchers. Et pour moi, c'est bien ça que ça existe, le von Weidenseiten, qui est marqué là. Von Weidenseiten, c'est bien marqué. C'est des deux côtés. Et là, j'ai l'impression que les deux travaillent comme des gauchers. Donc, c'est intéressant. Non, les directions sont des manuscrits, il y a deux coups, effectivement, qui sont tapés sur les mains dans les vers Lichtenberg. C'est le Krakow et le Chilo. Donc, peut-être ce que je fais aujourd'hui, c'est que ça, c'est un Chilo. Et depuis le Chilo, je suis épais, si vous voulez regarder l'illustration, il me semble que c'est relativement clair. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non, mais moi, ça me convainc relativement. Après, quand même, le chiffre, machin, pas grand-chose. Donc, pour malheureusement,